Imaginons la scène. On bloque sur un problème complexe au bureau depuis, disons, 3 jours. Ouais, le grand classique du mur invisible. C'est ça. On a retourné le problème dans tous les sens, on s'est arraché le cheveu devant l'écran et on a épuisé absolument toutes les options logiques. Et généralement, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On abandonne par pure frustration? Exactement. On rentre chez soi, on va prendre une bonne douche chaude et là, bim! Sans faire le moindre effort, la solution évidente nous frappe de plein fouet. Sous la douche, ou en faisant la vaisselle, ou juste en marchant. Et ce qui est fascinant ici, c'est que ce n'est pas du tout de la magie. Non, c'est de la neurologie pure et dure, et c'est précisément ce qu'on va décortiquer aujourd'hui dans cette nouvelle exploration. Je suis prête. On va plonger dans cette ingénierie invisible de notre esprit. Voilà. Parce que, pour resituer un peu, lors de notre précédente discussion, on avait juste effleuré l'idée que laisser son attention se disperser permettait de recharger nos batteries mentales. Ouais, on voyait ça comme une simple pause. Sauf que nos sources d'aujourd'hui montrent que cette dispersion, ce n'est pas qu'une pause récréative. C'est en fait le moteur principal de notre créativité. C'est un changement de paradigme complet par rapport à la façon dont on perçoit le travail, en fait. On imagine très souvent que l'esprit au repos s'éteint. Genre comme un ordinateur qu'on mettrait en veille. C'est ça. L'écran devient noir, le processeur s'arrête, les ventilateurs se calment pour économiser l'énergie. Et c'est pas ce qui se passe dans notre crâne, du coup. Pas du tout. Sur le plan neurologique, c'est même l'inverse absolu qui se produit. Quand on arrête de se concentrer sur une tâche précise, le cerveau bascule sur ce qu'on appelle le réseau du mode par défaut. Le DMN en anglais, c'est bien ça? Exactement. Et les premières IRM qui ont révélé ça, elles ont choqué les scientifiques. Ils demandaient aux patients de ne penser à rien du tout dans la machine. Ce qui est déjà hyper dur en soi. Totalement. Mais soudain, sur l'écran, le cerveau s'illuminait comme un sapin de Noël. Il ne s'étend pas du tout, en fait. Il consomme une énergie folle pour tisser activement une toile d'idées en arrière-plan. Ah d'accord. Mais pour bien comprendre ce que le cerveau tisse exactement dans cet arrière-plan, il faut d'abord qu'on définisse de quoi est faite cette fameuse toile. Les points d'information, dans le métro le matin. Ou même une erreur technique commise le mois dernier, ou, je sais pas, la texture d'un tissu qu'on a touché. Tout est converti en points de données. Absolument tout. Et pour rendre l'effort que ça représente hyper concret, il y a cette analogie géniale dans la recherche avec l'apprentissage de la lecture. Ah oui, l'analogie de l'enfant qui apprend à lire, elle est parfaite pour illustrer ça. Tu vois, quand un enfant apprend à lire, il ne voit pas du tout une histoire captivante. Il ne voit même pas de mots au début. Son cerveau est juste confronté à des points isolés. Une barre diagonale, une autre barre, une barre horizontale. Et là, l'enfant se dit « Ah, c'est la lettre A ». Puis il voit un demi-cercle, et c'est la lettre C. La charge cognitive est juste titanesque pour identifier ses premiers points. C'est épuisant pour eux. Et c'est crucial de comprendre ça pour nous, les adultes. Parce que quand on passe 8 heures à déchiffrer un tableau Excel ultra complexe au bureau... Ou à lire un contrat juridique rempli de jargon qu'on maîtrise pas bien. Exactement. On fait exactement la même chose que cet enfant. On brûle littéralement toute notre énergie à identifier des points isolés. C'est pour ça qu'on finit la journée complètement vidée, avec l'impression de n'avoir produit aucune vraie réflexion intéressante. C'est tout à fait ça. Notre espace attentionnel était totalement saturé par la collecte. L'adulte, tout comme l'enfant face à sa tâche ardue, sollicite ce qu'on appelle le réseau du contrôle exécutif. C'est le réseau de la concentration pure, c'est ça. Mais son seul et unique rôle, c'est de collecter ces points individuels et de les stocker dans notre mémoire à court terme. De remplir le réservoir, en gros. Mais la collecte seule ne mène pas à l'intelligence ou à la créativité. Non. L'enfant finit par comprendre que le C, le H, le I, le E et le N forment le mot chien. C'est un nouveau point, mais plus gros. Puis la phrase « le chien court ». Voilà. Et c'est là que le fameux réseau du mode par défaut dont on parlait entre en jeu, quand l'attention se relâche enfin. Quand l'enfant arrête de fixer le livre en fronçant les sourcils. Ou quand l'adulte va se faire un café en regardant bêtement par la fenêtre. Le cerveau utilise enfin son énergie pour relier les points collectés. Donc il crée des structures, il automatise la mécanique. Ce qui va libérer plus tard l'espace mental nécessaire pour comprendre la vraie signification de l'histoire ou du problème. Ok, je comprends hyper bien cette dichotomie maintenant. D'un côté, on a la phase de concentration intense, le contrôle exécutif, qui sert d'aspirateur à données. Ouais, le mode collecte. Et de l'autre, le réseau par défaut, le relâchement, qui agit comme un assembleur. C'est une bonne façon de le visualiser. Mais je veux qu'on évite l'image un peu cliché et poétique du ciel étoilé où on relierait des constellations magiques. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus mécanique que ça. Ah oui, c'est très pragmatique. C'est plutôt comme un ordinateur qui, pendant la journée, télécharge des milliers de fichiers en désordre sur le bureau, et qui, la nuit ou pendant les temps morts, lance un programme d'indexation en tâche de fond pour trier tout ça dans des dossiers.
L'indexation en arrière-plan, c'est une métaphore neurologique beaucoup plus juste en effet. Le processeur central n'est plus monopolisé par le téléchargement immédiat. Donc il peut faire son petit ménage tranquille. Il alloue ses ressources à l'optimisation du stockage et à la création de liens, un peu comme des liens hypertextes entre les fichiers. D'accord, mais ça m'amène à une vraie interrogation. Je t'écoute. J'ai un problème de pure logique avec cette mécanique. Si l'esprit relie les points quand il vagabonde et qu'il indexe les dossiers, comment diable choisit-il quels points connecter ensemble? Ah, la question à $1 million. Parce que, si on y réfléchit bien, on a des milliards de fichiers stockés dans notre cerveau. Une recette de gâteau au chocolat de 2018, le théorème de Pythagore qu'on a appris au collège, la mélodie d'une pub entendue ce matin. Et le fameux problème complexe du bureau. Voilà. Est-ce que le réseau par défaut, genre, il jette des fléchettes dans le noir en espérant que deux idées fassent une étincelle? Est-ce que c'est purement aléatoire ou il y a un algorithme secret derrière tout ça? Ce n'est absolument pas aléatoire, et c'est là que la psychologie cognitive apporte une réponse vraiment brillante. Il y a un chef d'orchestre, c'est ça? Très précis, oui. Et il porte un nom issu des travaux d'une chercheuse russe du début du XXe siècle, l'effet Zeigarnik. Ah oui, l'effet Zeigarnik. On avait très brièvement mentionné l'idée des boucles ouvertes par le passé, mais il faut vraiment qu'on plonge là-dedans aujourd'hui. C'est l'occasion idéale. En observant des serveurs dans un café de Vienne, Bloma Zeigarnik a remarqué un comportement assez dingue. Raconte. Les serveurs pouvaient se souvenir de commandes extrêmement complexes, avec plein de détails, tant qu'elles n'étaient pas payées. Mais à la seconde où l'addition était réglée, Hop, disparition totale de la mémoire. ils oubliaient tout instantanément. De là, elle a prouvé que notre cerveau déteste viscéralement tout ce qui est inachevé. Une tâche terminée est archivée et poubelle, on l'efface de la mémoire de travail. Exactement. Mais un problème non résolu, un projet en suspens, une question sans réponse, ça crée une tension psychologique permanente. Attends, je mets le holà tout de suite parce que c'est un peu perturbant. Tu es en train de m'expliquer que mon cerveau gaspille activement son énergie, en permanence, en arrière-plan, juste parce que j'ai une tâche inachevée. Genre un email important que j'ai pas encore envoyé. C'est exactement ça. Mais ça semble être un terrible défaut de notre évolution, non? Pourquoi la sélection naturelle aurait favorisé un cerveau qui se torture et génère du stress pour des petites boucles ouvertes? C'est une excellente objection. Mais il faut replacer ça dans le contexte de notre évolution. Pour nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, oublier une tâche inachevée, ça pouvait être fatal. Genre fatal au sens littéral. Oui. Si tu avais repéré des traces de prédateurs près de ton campement, c'est une boucle ouverte. Ou si tu devais absolument chercher de l'eau avant la tombée de la nuit. Si j'oublie cette info parce que je suis distrait par un joli coucher de soleil, je meurs. Voilà. L'effet Zeigarnik, cette fameuse tension psychologique, c'est une alarme de survie. C'est le cerveau qui crie ne classe pas ce dossier, notre vie en dépend peut-être. Ah ouais, vu comme c'est très logique. Aujourd'hui, l'alarme sonne pour un tableau Excel au lieu d'un tigre à dents de sabre, mais le mécanisme neurologique reste exactement le même. C'est ça notre drame moderne. Ces tâches inachevées restent bloquées tout en haut de la pile d'indexation. L'alarme de survie, c'est fascinant quand on y pense. Et pour illustrer cette tension, cette obsession presque maladive du cerveau pour l'inachevé, nos sources proposent un exemple assez redoutable avec une énigme numérique. Ah oui, l'énigme du grand nombre. Prenons le nombre 849 176 320. C'est un nombre à 10 chiffres, on donne ça à quelqu'un et on lui pose une question simple. Qu'est-ce qui rend cette séquence absolument unique au monde? Et là, forcément, on s'assoit, on regarde les chiffres et le contrôle exécutif s'active à fond. On essaye les maths directes. Est-ce une suite de Fibonacci un peu modifiée? Est-ce que c'est des nombres premiers? On calcule, on se creuse la tête pendant 20 minutes, on transpire à grosses gouttes. Et rien. On échoue lamentablement. Par pure frustration, on laisse tomber et on part faire complètement autre chose. Sauf que, bien sûr... Sauf que le cerveau, lui, ne laisse pas du tout tomber. La boucle est grande ouverte et l'alarme est déclenchée. Exactement. Et d'ailleurs, pour apaiser l'esprit de tout le monde, la particularité de ce nombre n'est pas du tout mathématique. Elle est linguistique. C'est un piège, en fait. Un beau piège. Ces chiffres sont classés par ordre alphabétique, mais en anglais. 8, 5, 4, 9, 1, 7, 6, 3, 2, 0. E, F, F, N, O, S. C'est brillant. Mais si on n'a pas trouvé cette réponse tout de suite, la tension s'installe. Et c'est là qu'on répond à ma question de tout à l'heure sur la façon dont le cerveau choisit ce qu'il va connecter. Oui, tout c'est clair. Parce qu'une fois que cette énigme est devenue une boucle ouverte majeure, le réseau par défaut va se mettre en mode chasseur de primes. De manière totalement subconsciente, oui.
Il va prendre ce problème irrésolu et le frotter contre chaque nouvelle expérience, chaque nouveau petit point de données qu'on va croiser dans notre journée. C'est la clé de voûte de toute cette mécanique, en fait. Quand on laisse notre attention se disperser, disons en marchant dans la rue, on baisse la garde de notre esprit analytique conscient. Le fameux contrôle exécutif qui nous épuisait. Il se met enfin en pause. Et c'est là qu'on autorise la boucle ouverte du nombre mystère à remonter à la surface du réseau par défaut. Et il fait quoi ce réseau à ce moment-là? Il confronte frénétiquement l'énigme aux stimuli aléatoires de notre environnement. C'est pour ça que les véritables éclairs de génie surviennent très rarement quand on est penché sur son clavier, les sourcils froncés. La solution n'est pas dans le problème, elle est à l'extérieur. L'éclair de génie survient quand le problème inachevé percute violemment un déclencheur environnemental inattendu. Mais attention, suis cette logique de cause à effet jusqu'au bout. Si mon cerveau cherche en permanence des indices dans mon environnement, de manière inconsciente pour fermer ces boucles, est-ce que ça veut dire que je peux hacker le système? À quel système, c'est-à-dire? Est-ce que je peux intentionnellement placer mon cerveau dans des environnements remplis de déclencheurs bizarres pour le forcer à trouver une solution à mon problème du bureau? Ah, mais c'est la conclusion logique et pratique la plus puissante de ces recherches. Absolument, vous pouvez manipuler votre environnement pour forcer l'inspiration. C'est dingue ça. C'est ce que les chercheurs appellent plonger son esprit vagabond dans des environnements riches. Environnement riche. Ok. La pire chose à faire quand on est bloqué, c'est de rester enfermé dans une salle de réunion au mur tout blanc ou de scroller frénétiquement sur un téléphone. Parce qu'en faisant ça, on sature l'attention avec des données pré-mâchées ou on prive le cerveau de nouveaux stimuli physiques. Exactement. Pour stimuler la connexion de points, il faut s'exposer à ce qu'on appelle une résonance stochastique. Ouh, le gros mot, c'est quoi la résonance stochastique? C'est une forme de bruit aléatoire, mais qui reste structuré. En gros, il faut aller flâner sans aucun but dans un lieu foisonnant d'informations inattendues. Donc, on prend son manteau et on sort. Et les exemples donnés dans nos lectures sont tellement concrets là-dessus, genre aller déambuler dans une grande librairie. Et pas pour acheter un livre précis dans son rayon habituel. Surtout pas. Juste pour laisser le regard glisser sur des couvertures, lire des quatrièmes de couverture de rayons qui n'ont absolument rien à voir avec notre métier. De l'architecture, de la biologie marine, de la poésie, n'importe quoi. Ou même s'asseoir à la terrasse d'un grand café hyper bruyant, regarder la dynamique physique entre les serveurs, écouter les bribes de conversations absurdes aux tables voisines. Et le subconscient accumule toutes ces mini-observations en cette myriade de nouveaux points. Et il les teste à la vitesse de l'éclair contre nos boucles ouvertes. Ce qui explique pourquoi la sérendipité, tu sais, le fait de trouver quelque chose de génial par hasard. Ouais, le fameux hasard qui fait bien les choses. En fait, ce n'est pas du hasard. C'est le résultat d'un réseau par défaut hautement stimulé par un environnement riche et qui travaille sur une boucle ouverte très forte. Et pour prouver à quel point ça peut prendre des formes inattendues, il faut absolument que je partage cette anecdote mentionnée dans nos sources. Vas-y, je l'adore celle-là. C'est presque absurde, dit comme ça, c'est limite comique, mais ça illustre parfaitement le mécanisme. Imaginons une personne qui lutte depuis des mois avec l'idée de faire un régime. Ok. C'est sa boucle ouverte existentielle du moment, genre « Pourquoi est-ce que je craque toujours le soir sur la nourriture ?» Hmm. Et un jour, cette personne marche dans un parc, l'esprit totalement dispersé. Elle ne pense à rien. Elle s'assoit sur un banc et elle observe un banal pigeon. L'oiseau est en train de picorer frénétiquement les restes d'un vieux paquet de frites écrasé par terre. La scène classique de la ville. Le truc, c'est que le pigeon ne cherche pas spécifiquement des frites, il n'a pas lu de menu, il mange simplement la calorie la plus facilement disponible dans son rayon d'action immédiat. Et là, c'est l'étincelle. Bim! Le déclencheur absurde du pigeon qui mange ce qui traîne percute violemment le problème du régime dans le cerveau de cette personne. La connexion se fait. Le problème n'est pas un manque de volonté, c'est la simple disponibilité de la nourriture. Si le paquet de gâteaux est dans le placard, on le mangera comme le pigeon mange la frite. Exactement. Et la solution foudroyante apparaît. Il faut restructurer l'environnement domestique et ne plus jamais acheter de malbouffe. C'est incroyable de se dire que c'est l'observation ridicule d'un oiseau de ville qui vient de débloquer un schéma de psychologie comportementale super complexe chez cette personne. L'exemple prête vraiment à sourire, mais sur le plan neurologique, c'est d'une précision chirurgicale. La solution au problème de régime ne se trouvait pas en réfléchissant toujours plus fort aux calories. Non, elle nécessitait l'apport d'un point extérieur, apparemment complètement hors sujet, fourni par un vagabondage mental dans un environnement non contrôlé. Et ça nous amène à une application stratégique fondamentale pour notre vie professionnelle, particulièrement quand on doit prendre des décisions. Ah oui, c'est crucial.
face à un choix critique, disons, recruter une personne pour un poste clé ou réorganiser la structure de toute une équipe. Notre premier réflexe, guidé par le stress de l'effet Zeigarnik, c'est de vouloir trancher tout de suite. On veut soulager la tension psychologique, on veut fermer la boucle le plus vite possible pour arrêter cette fichue alarme. Mais c'est un biais cognitif super dangereux, non? C'est le pire. Il est vital, stratégiquement parlant, de retarder volontairement ces choix complexes. Ce que tu dis, c'est qu'il faut combattre l'instinct de survie immédiat pour laisser le cerveau faire son travail de fond. Précisément. Tant qu'aucune urgence de vie ou de mort ne s'impose, repousser une décision majeure, ça permet de prolonger artificiellement la phase d'incubation. On donne plus de temps à la machine. C'est donner plus de temps au réseau par défaut pour tester des centaines de connexions, pour accumuler de nouveaux déclencheurs dans l'environnement. C'est fascinant parce que, du coup, la procrastination, qui est généralement vue comme un vilain défaut de productivité, elle devient ici une vraie arme de réflexion redoutable. On ne repousse pas par flemme, on place le problème en couveuse. D'ailleurs, une des tactiques pratiques formidables qu'on retrouve dans ces recherches, c'est le vidage de cerveau avant le sommeil. Ah oui, la fameuse liste du soir. C'est ça. Si on a un problème complexe, au lieu de s'angoisser dans son lit en fixant le plafond, on l'écrit physiquement sur un carnet posé sur la table de chevet. Et l'acte d'écrire indique au contrôle exécutif conscient « c'est bon, le dossier est sauvegardé sur un support externe, tu peux te détendre ». Mais simultanément, ça valide la boucle ouverte pour le subconscient. Genre, voici la priorité absolue à indexer pendant la nuit. Et comme par magie, on se réveille le lendemain matin, on prend sa douche et hop, la solution nous saute au visage. Ici, on prend un peu de recul pour regarder notre société moderne. Toute cette mécanique de l'incubation met en lumière une réalité très, très crue. L'urgence permanente, c'est la tueuse silencieuse de la créativité humaine. C'est triste, mais c'est tellement vrai. La culture de la réponse instantanée, l'injonction à répondre aux messages professionnels dans la minute, Le culte de l'action visible à tout prix, tout cela maintient notre cerveau bloqué en permanence dans le réseau du contrôle exécutif. On le force à utiliser uniquement les points d'information évidents, les solutions de facilité qui sont déjà sous son nez. juste pour éteindre les incendies le plus vite possible. Et on court-circuite méthodiquement, jour après jour, ce processus indispensable de dispersion. Pour produire des idées véritablement novatrices, il faut un vrai courage organisationnel aujourd'hui. Celui d'aménager et de sanctuariser des espaces-temps sans aucune urgence. C'est un plaidoyer puissant pour le droit de rêvasser, honnêtement. Totalement. Et ça recadre complètement notre vision de ce qu'est une bonne idée. Pour synthétiser toute cette dynamique d'incubation et de connexion, ça me fait penser à cette célèbre loi formulée par l'auteur scientifique Arthur C. Clarke. Sur la technologie et la magie, c'est bien ça ? Exactement. Il disait que toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. C'est une belle citation. Et quand on ne comprend pas comment un écran tactile fonctionne, ça ressemble à un sortilège. Eh bien, on peut appliquer cette exacte même loi à la cognition humaine. Ah oui, je vois où tu veux en venir. Toute solution suffisamment créative, toute idée de génie qui surgit de nulle part est indiscernable de la magie. On regarde un artiste pondre un chef-d'œuvre ou un ingénieur débloquer un système avec une astuce impensable et on se dit que c'est un don divin. Alors que ce n'est pas un miracle. Pas du tout. Ce n'est que l'aboutissement mécanique, silencieux et invisible de dizaines de milliers de points d'information qui ont été patiemment collectés. Puis trié par l'effet Zeigarnik. Et enfin connectés par un esprit auquel on a offert le luxe de se reposer. C'est une excellente synthèse. La créativité est vraiment un processus de bout en bout. Mais tu sais, cela soulève une ultime réflexion. Laquelle? C'est peut-être l'implication la plus provocatrice et la plus vertigineuse de tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Vas-y, dis-nous tout. Si l'on accepte que l'innovation n'est pas un don tombé du ciel, si l'on admet que notre capacité à résoudre des problèmes dépend exclusivement des points de données que notre cerveau relie en arrière-plan. Ok, je te suis. Alors, la qualité de notre esprit dépend littéralement de la qualité des informations que nous ingérons au quotidien. Ah ouais, le fameux on est ce qu'on mange, mais version intellectuelle. Exactement. Si l'on passe ses journées à nourrir son réseau de collecte avec du contenu super pauvre, des disputes stériles en ligne ou des infos sensationnalistes sans aucune nuance, Notre pauvre réseau par défaut aura beau être un algorithme de tri exceptionnel, il ne pourra connecter que du vide. l'équation est impitoyable en fait. La profondeur de notre intelligence créative n'est que le reflet direct de notre régime informationnel quotidien. La responsabilité est énorme quand on y pense. On ne contrôle pas vraiment le moment où l'éclair de génie va frapper, mais on a le contrôle total sur les ingrédients qu'on met dans la machine tous les jours.
C'est le seul levier qu'on a vraiment. Et prendre conscience de cette mécanique de la créativité, comprendre pourquoi l'esprit vagabond est notre atout le plus précieux face à la complexité, eh bien c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.